Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à ce webinaire consacré au dispositif Notre école, faisons-la ensemble. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et je vous en remercie. J'ai avec moi aujourd'hui plusieurs personnes qui vont m'aider qui vont assister à ce webinaire pour faire en sorte que ça soit une réussite, à savoir donc Mickaël Gac du pôle éducation et puis Catherine Chirudala qui tout à l'heure posera vos questions que vous pourrez déposer sur l'onglet Q et R que vous pouvez voir en haut du logiciel Teams. Voilà. Et puis je remercie aussi d'avance Monsieur Badi, chef d'établissement, qui viendra témoigner d'un projet qu'il a déposé sur la plateforme. Alors nous aurons dans un premier temps une petite présentation que je vous ferai, puis ensuite les objectifs, la démarche et la méthode globale pour déposer son projet. Et dans un second temps, donc Monsieur Badi viendra témoigner de son expérience vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de son projet spécifique. Et enfin, on passera un dernier temps de questions-réponses que je vous ai décrit plus bas, dont je vous ai décrit l'organisation un peu plus tôt. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous passons donc à la présentation du contexte. Donc, le Conseil national de la refondation, dont vous avez peut-être entendu parler, a été instauré en fin d'année dernière et se concentre sur plusieurs objectifs. C'est un organe étatique, une instance étatique qui veille à trouver des solutions sur le travail, sur le bien vieillir, sur le logement, par exemple, sur le numérique et également sur l'école, d'où le CNR éducation, pour lequel le Conseil national de la refondation a alloué 500 millions d'euros sur 5 ans. Et ce dispositif CNR éducation a été baptisé Notre école, faisons-la ensemble. Ce dispositif, il est donc financé par le FIP, le Fonds d'innovation pédagogique, sous l'autorité du secrétariat général pour l'investissement, qui dépend directement du Premier ministre. Le dispositif, il est ouvert aux écoles privées sous contrat, dans la limite tacite du 80-20, mais donc on a accès à a priori 20% de ces 500 millions, et il est ouvert aux écoles maternelles, élémentaires, au collège et au lycée. Et la grande spécificité également qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de calendrier défini. Vous pouvez déposer à tout moment votre projet, ce qui fait que vous n'avez pas à accélérer parce que vous auriez une date et une échéance. Voilà, vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps de faire votre projet. Les objectifs, alors, ils sont concentriques, je dirais, puisque l'objectif principal, il est pour l'État d'investir. Donc, il est de construire des solutions innovantes, c'est-à-dire qu'il va donner de l'argent pour permettre ensuite pour le compte de tous, c'est-à-dire voir les solutions qui fonctionnent pour en faire profiter tout le monde. Il cherche à apporter des réponses nouvelles aux enjeux pédagogiques et ou organisationnels en visant à améliorer la réussite des élèves. Et donc ça, c'est le point saillant, le point important. Viser à améliorer la réussite des élèves, ça se décrit dans 3 domaines principaux, à savoir l'excellence et l'élévation du niveau. Donc ça peut se construire à travers les savoirs fondamentaux, les évaluations, la place des devoirs, le temps de l'enfant ou de l'adolescent, la personnalisation de l'accompagnement ou l'apprentissage des langues. Un deuxième domaine de réussite des élèves, c'est sur la réduction des inégalités, à savoir le continuum entre les différents temps de l'enfant, à savoir passage de grande section à CP, de CM2 à 6e, de 3e à seconde, par exemple. La mixité sociale et scolaire, un sujet un peu d'actualité, l'ouverture culturelle, l'aide à l'orientation, l'égalité filles-garçons, la prévention du décrochage. Un dernier domaine concerne le bien-être. Les projets peuvent porter sur la santé des élèves, le climat scolaire, la lutte contre les violences, la transition écologique, l'inclusion ou la relation aux parents. Donc vous voyez que les champs sont extrêmement ouverts et qu'il est possible d'intégrer de nombreux projets à travers une de ces solutions.
Globalement, la démarche, alors j'avais envie de vous la décrire un peu comme c'est défini dans le guide, sur ce que ce n'est pas, pour aller sur ce que c'est. Et pour que vous puissiez vous présenter, je vous l'expliquerai un peu plus loin, auprès de vos équipes, cette démarche. Ce n'est d'abord pas une concertation obligatoire, chacun est libre. C'est une démarche volontaire, collective, j'insiste sur ce point, et facultative, aucune obligation bien sûr de rentrer dedans. Ce ne doit pas être un grand débat pardon, sur l'école. Il s'agit vraiment d'une concertation qui est locale, qui se concentre sur l'école et éventuellement un réseau, un bassin d'écoles, mais pas sur l'école en général. Il n'y a pas de cadre unique et prescriptif. C'est une démarche, à l'inverse, qui est progressive et qui s'inscrit selon vos situations spécifiques. La discussion ne doit pas être sans suite concrète. Les concertations que vous mènerez permettront d'élaborer un projet. Et enfin, ce ne doit pas être, ça reprend un peu l'idée du pas grand débat sur l'école, une discussion tous azimuts, mais comme je le disais précédemment, une concertation centrée sur les besoins des élèves. La méthode, maintenant, elle se déroule en 3 étapes. Une étape concertée, une étape élaborée et une étape sollicitée. Le guide insiste énormément sur ce point, sur l'aspect concertatif. Il faut veiller à associer l'ensemble des acteurs. Et quand on dit l'ensemble, c'est bien tout le monde et pas seulement le conseil de direction ou le chef d'établissement et sa secrétaire ou que les élèves, mais bien les parents, éventuellement l'OGEC, éventuellement les responsables d'appel, les personnels éducatifs, bref, tous ceux qui vivent dans l'établissement et qui font vivre la vie éducative des élèves. L'idée, c'est de partager en point de départ, en situation initiale, une situation d'établissement. Je vais vous expliquer un peu juste après en quoi ça consiste. Et enfin, la fin de cette concertation doit faire émerger des idées d'évolution et de transformation. Pour le partage de la situation de l'établissement, vous avez 2 fiches qui ont été envoyées avec l'invitation, qui sont les 2 annexes qui sont disponibles d'ailleurs sur le site du Conseil national de la refondation de l'éducation. Le portrait en fait de notre école ou de notre établissement qui permet ensuite d'appuyer une discussion avec l'ensemble des acteurs. Je tiens à rappeler aussi que les équipes éducatives se voient octroyer dans le premier degré, ce sont les textes, 12 heures qui sont imputées sur les 108 heures. Et dans le second degré, 2 journées banalisées pour permettre cette concertation. Donc il y a vraiment une volonté d'aller remplir ces projets. Et il y a également une possibilité de fractionner ces heures. On n'est pas obligé de prendre 12 heures d'un coup, bien sûr, avec ses enseignants de premier degré ou 2 jours de suite pour ça, mais on peut le faire, par exemple, en 4 demi-journées sur le second degré. Vous avez également eu en annexe 3 documents, qui sont les annexes 2, 3 et 4, qui sont des guides vous permettant d'associer les élèves, selon leur classe d'âge, à la concertation. Ce sont des pistes d'activité. Il ne m'a pas semblé nécessaire d'aller détailler plus loin ce que vous savez faire au quotidien avec vos équipes, mais ça peut être des idées pour travailler ça avec eux. De la même manière, il existe sur le site du Conseil national de la refondation de l'éducation beaucoup de choses concernant les concertations avec toutes les équipes éducatives, mais là encore, je sais que par les conseils pédagogiques, les concertations, les conseils des maîtres, les conseils d'établissement, les conseils d'administration d'appel ou d'OGEC, vous saurez trouver les moyens et les lieux pour développer des pistes. Le deuxième élément, je vous le disais, donc, c'est élaborer à partir du partage de cette situation de l'ensemble des acteurs et de l'émergence des idées de transformation et d'évolution. L'idée, c'est d'élaborer et ou d'adapter un projet pédagogique. Ça peut tout à fait être quelque chose que vous avez déjà développé ou pour lequel vous êtes en cours de développement, qui peut aller répondre à ce projet.
il doit, c'est ce que je vous donnais en introduction, dans ces 3 dimensions fondamentales, il doit répondre aux dimensions fondamentales, à savoir l'excellence et l'évaluation du niveau, la réduction des inégalités et ou le bien-être. Hein. Il n'y a pas d'exclusive, on peut répondre à plusieurs de ces éléments. Et enfin, dans l'élaboration, l'idée, ça va être pour vous de décrire un plan d'action. Ce sera un peu votre calendrier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et que vous allez pouvoir mettre dans votre projet. Dans ce plan d'action, il ne faudra pas oublier, j'y viendrai un petit peu plus tard, de définir les objectifs de votre projet et de définir les critères d'évaluation de ces objectifs. Sur la 3e étape de la méthode, vous aurez donc à solliciter le fonds d'investissement pédagogique. Il faudra pour cela rédiger votre projet. Monsieur Badi, juste après, pourra vous décrire un petit peu comment lui a procédé, par exemple. Il faudra en parallèle budgéter vos besoins. C'est très important puisque c'est quand même ce que vous allez demander au final pour répondre à votre projet. Et donc, il ne faut pas finir d'écrire son projet pour demander, par exemple, des devis à des prestataires ou des sociétés de matériel. Et puis, il faudra transmettre son dossier. Alors, il semblerait, là, du coup, je m'aventure, mais sur ce que j'ai pu récolter comme information, il semblerait que la plupart, et maintenant la totalité des établissements, aient à passer par la plateforme que vous voyez en bas, à l'écran, et pour laquelle Monsieur Michael Gac va vous transmettre le lien. Voilà, et normalement, vous avez reçu, au cours du mois de décembre, tous les établissements ont reçu un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter à cette plateforme. Je vous ai indiqué en dessous de l'adresse URL une adresse mail qui s'appelle notre.école@educ.gouv.fr, qui est l'adresse nationale en fait consacrée à notre école Faisons-la ensemble et qui pourra répondre à vos questions, éventuellement vous envoyer vos liens de connexion. Mais il convient quand même de contacter les autorités académiques pour chacun de vous pour confirmer que c'est bien sur cette plateforme-là qu'il faut déposer. C'est le petit point où on n'a pas encore tout à fait de réponse. Sur cette plateforme, alors là, je vais vous partager un autre document. Il arrive, voici donc un document vierge qui vous permettra de voir à quoi ressemble le projet que vous aurez à remplir, à savoir votre numéro RNE qui remplira automatiquement le nom de l'établissement et la commune, le nom et le prénom, la fonction, l'email du porteur de projet. Et puis, quelques étapes à remplir, à savoir de la concertation au plan d'action, c'est ce que je vous décrivais un peu en étapes 1 et 2, de décrire les priorités et les objectifs, de définir à quelle dimension vous voulez répondre pour les élèves de votre établissement, des partenaires que vous avez éventuellement associés, des besoins d'accompagnement spécifiques et effectivement le financement dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en parallèle pour pouvoir finir de remplir son document et le transmettre. Il faut pouvoir remplir cette partie-là qui est quand même le nœud de la chose. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Monsieur Olivier Badi, que je remercie une nouvelle fois de sa présence, qui a accepté de venir partager son expérience. Il est donc chef d'établissement du second degré de l'ensemble scolaire à Tour-Sainte, Marseille. Et Monsieur Badi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous parler de ce projet-là, parce que je suis en cours par rapport à le suivi et la finalité de ce projet. Donc, pour reprendre dans l'ordre concrètement, donc moi je suis chef d'établissement d'un établissement dans le 14e arrondissement, donc dans les quartiers nord de Marseille, avec des élèves qui ont des grosses difficultés sur le rapport à l'écrit. Donc, le projet qu'on a développé, c'est un projet sur le rapport à l'écrit de nos élèves. C'est un projet qu'on a initié au niveau de toute l'équipe depuis maintenant 1 an et qu'on avait déposé comme projet pour le plan national des réussites, qui n'a pas été validé à ce titre-là. Et on va dire que j'ai quasiment fait un copier-coller
dans le logiciel pour le CNR pour proposer ce projet dans ce cadre-là. Donc ça m'a pris très peu de temps puisque le projet était, nous, déjà ficelé dans le cadre d'un projet national réussite. Que vous dire d'autre? Donc bien entendu, il y a eu un temps de concertation sur des réunions et puis ensuite sur une réunion pédagogique avec tous les enseignants et la vie scolaire, puisque c'est un projet qui concerne tout le monde, aussi bien vie scolaire qu'enseignants. On a utilisé aussi les données des évaluations nationales, les données des résultats au bac et au brevet pour fonder l'importance de ce projet et qui va nous servir aussi à l'évaluer très concrètement. Que vous dire d'autre? Donc j'ai déposé le dossier que je retrouve le 26 janvier et j'ai eu une réponse comme quoi il était validé le 3 mars. Donc concrètement, ça va relativement vite. Suite à cette validation, il m'a été notifié qu'il fallait que je rectifie certaines choses au niveau du budget. Donc c'est ce que je suis en train de faire et donc je l'ai renvoyé et j'attends une réponse maintenant. Ma difficulté, c'est que je n'arrive pas à trouver d'interlocuteur. Donc à chaque fois, je redépose le dossier et si ça ne va pas, j'attends en gros 15 jours, tous les 15 jours. L'équipe qui suit ce dossier-là me renvoie quelque chose. Donc le petit souci que j'ai, c'est par rapport à trouver un contact qui puisse m'aider à ne pas faire trop d'allers-retours. Mais voilà, le projet a été validé et donc j'ai demandé une aide en termes de formation, une aide financière sur de l'achat de documents et une aide financière sur l'accompagnement des élèves. Que vous dire d'autre? À peu près, voilà où j'en suis de cette aventure. Mais vraiment, si je devais vous dire un point important, c'est la facilité, une fois que votre projet, vous l'avez écrit, à le rentrer dans le logiciel du plan, enfin de l'école faisant ensemble. Là, c'est vraiment très simple. Je vous dis, nous, on avait déjà écrit le projet pour le plan réussite pour tous et on a enlevé certaines petites choses qui étaient spécifiques à l'enseignement privé catholique, mais on a quasiment fait un copier-coller. Donc voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas comment vous voyez la chose maintenant, dites-moi. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec nous. Peut-être qu'il y aura des questions. Pour l'instant, on n'en a que quelques-unes. Donc, en attendant de répondre aux premières, nous allons répondre à certaines autres. Comme ça, si vous avez des questions sur l'intervention de Monsieur Badi, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion, plutôt dans la partie Q et R, qui est en haut. Une petite précision, puisqu'effectivement, il y a eu un petit souci dans mon copier-coller sur mon diaporama. L'adresse exacte pour le national, c'est notre.école@education.gouv.fr. Et donc, voilà, vous rectifierez de vous-même et moi, je le modifierai dans le PowerPoint afin que vous ayez la bonne adresse. Alors, on va répondre aux questions. Madame Udala? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez préciser le contexte des 2 journées banalisées? Alors, donc c'était sur la partie des heures attribuées au vu des concertations. Donc, ce sont clairement des journées pédagogiques, en fait, qui permettent de définir la concertation du départ, ou bien d'aller retravailler un projet pour pouvoir ensuite le présenter. Voilà, donc ces 2 journées peuvent être banalisées. Alors, évidemment, toujours, je vous donne la règle officielle, hors temps scolaire, évidemment, ou en tout cas, ça doit être rattrapé normalement. Mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Et une demande aussi de précision. Je ne suis pas certain d'avoir compris le lien entre autorité académique locale et plateforme. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la zone où on avait un peu de flou, puisqu'au début de l'année, en fait, certaines académies avaient mis en place déjà le dépôt des projets sur la plateforme et certains demandaient une version papier. Il semblerait plutôt que l'ensemble des académies maintenant reçoivent les dossiers
par voie de la plateforme. Mais il convient que chaque établissement, chaque chef d'établissement vérifie auprès de son académie, des instances académiques, si c'est bien par là qu'il faut déposer son dossier. Et normalement, vous avez reçu un lien pour pouvoir vous connecter courant décembre, me semble-t-il. En tout cas, c'était le cas de M. Badi. Et j'ai eu plusieurs échos aussi d'autre part où ce mail a été envoyé. Le 7 décembre exactement du ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Merci. Une autre question. Pour le paiement des professeurs, avez-vous eu des HSE, pardon. Les HSE. Alors, il semblerait que les HSE et les HSA, ça a été le cas de M. Badi, me semble-t-il, n'aient pas été acceptés. Ils acceptent le paiement matériel en prestataire extérieur, mais les HSE et HSA dépendant d'un autre compte pour eux, il semble compliqué que ça soit alloué. Hein. Je parle sous votre contrôle, M. Badi, vous pouvez témoigner peut-être de votre expérience là-dessus. Oui, donc moi, mon projet, donc, comme je vous l'ai dit, a été validé sur le premier jet. Et ils m'ont juste dit, on ne peut pas vous donner ni d'HSE ni des HSA. Donc là, sur le deuxième jet, j'ai demandé des IMP. Et à défaut, j'ai demandé l'équivalent en narrante de ce que me coûterait ces heures-là si je prenais des enseignants à l'extérieur. Donc j'attends la réponse par rapport à cette deuxième mouture de demande d'IMP ou de demande de financement d'intervenants extérieurs pour le suivi des élèves sur la lecture et l'écriture. Merci. Une autre question. Peut-on proposer plusieurs petits projets, par exemple différents aménagements des locaux? Absolument. On peut a priori déposer le nombre de projets que l'on veut. J'étais tout à l'heure en ligne avec un collègue de M. Badi, M. Coureur, également à Marseille, qui me disait avoir déposé un projet en fin de semaine dernière et qui en avait déjà préparé plusieurs autres. Donc, a priori, il n'y a pas de limite, au nombre de projets. Et combien de projets ont été acceptés à ce jour? Quels sont les critères de succès ou de rejet? Alors, à ce jour, il y a beaucoup de projets qui ont été acceptés, mais au final, très peu d'argent investi. Pour vous donner à l'instant T, c'est-à-dire au 17 mars, puisque le CNR Éducation a fait une première présentation de projets que vous pouvez retrouver. Michael, si tu peux mettre d'ailleurs le lien que j'ai oublié de donner tout à l'heure sur ce document qui a été édité par le Conseil national de la refondation éducation et qui présente ces 45 premiers projets. Il y a pour l'instant eu 2669 projets déposés et il ne nous donne pas le nombre de projets validés, mais nous avons eu une dépêche il y a quelques jours également sur le fait que 5 millions d'euros, en fait ça fait beaucoup mais c'est très peu, puisque c'est 500 millions sur le budget global, donc 100 millions par année, 5 millions d'euros seulement ont été dépensés. Sur ce qui concerne l'enseignement privé sous contrat, je suis au regret de vous informer qu'il n'y a eu que 19 projets acceptés a priori. Et quels sont les montants d'aide qui peuvent être demandés? Et bien là encore, sur ce document dont je vous parlais, visiblement, c'est très large. Donc, il y a des projets qui sont à quelques centaines d'euros, quelques milliers, et il y en a même certains qui dépassent les 6 chiffres. Voilà, donc certaines écoles ont osé et ont été visiblement reçues. Une idée est peut-être de proposer aussi des plans pluriannuels. Voilà, en tout cas, visiblement, il n'y a pas de limite, si ce n'est éviter de demander les 100 millions directement par année. Et cette fois, c'est une question pour M. Badi. Quel type d'accompagnement sont finançables dans son projet? C'est bien là la question, c'est que moi, le projet, c'est surtout fondé sur un accompagnement humain des élèves sur l'apprentissage, et notamment de la lecture et travailler sur l'écriture. Et pour le moment, sur la demande que j'ai faite en HSA et HSE m'a été refusée. Donc là, j'en suis à une deuxième phase. J'ai demandé, comme je vous l'ai dit, IMP ou un financement direct de personnel extérieur. Et là, j'attends la réponse pour une validation de cette demande-là. Donc, je ne peux pas vous dire quel type de demande, parce que ce n'est pas très bien spécifié. A priori, de ce que j'ai lu, on a le droit à un financement de personnel.
mais je n'ai pas encore trouvé la façon de le financer ou la façon dont ils vont valider ce financement. Donc, je suis en attente. Désolé. Merci. Une autre question, sur quel compte bancaire est versé le montant alloué? Eh ben, c'est une bonne question parce que du coup, j'en ai pour l'instant aucune idée, mais j'imagine que c'est le compte que vous renseignez généralement quand vous recevez vos forfaits communaux, vos forfaits départementaux, vos forfaits régionaux. Vous avez renseigné un compte, donc les autorités académiques sont a priori également au courant de ce montant. Mais c'est une question qu'on garde en suspens et pour laquelle on vous donnera des éléments d'information un peu plus tard. Si je peux me permettre de compléter ma réponse Bien sûr. Dans le logiciel où il faut rentrer nos demandes, à la fin dans budget, donc vous avez une partie achat matériel, il y a une partie intervenant extérieur, il y a une partie formation et il y a une partie indemnisation de personnel EN. Donc je pense qu'à un moment donné, ça doit être prévu. Donc il faut juste trouver sous quelle forme, mais on doit pouvoir rémunérer des enseignants puisque c'est une des colonnes que l'on a à remplir, plus frais de déplacement, autres, etc. Donc, on doit avoir une solution pour pouvoir rémunérer des personnels d'éducation nationale. Merci. Une autre question, doit-on informer les IEN et les DDEC des dépôts de projets? Il n'y a absolument aucune obligation, vous le savez, chaque établissement est autonome par la loi, par le contrat qu'il signe avec l'État, donc absolument pas d'obligation à cela. Par courtoisie, vous pouvez le faire à l'un et ou à l'autre. C'est bien de le dire à sa direction diocésaine parce que nous, ça nous permet d'avoir au niveau national une vue d'ensemble de ce qui se passe. Voilà, j'ai envie de dire. L'IUN, si vous en avez envie, si ça se passe bien avec lui ou votre un IPR, pas de souci, faites-le, mais il n'y a absolument aucune obligation. Et si un projet est accepté, est-il entièrement financé? Si le projet est lié à de l'accompagnement éducatif, les moyens alloués seront-ils pérennes? Alors, si un projet est accepté, il peut ne pas être accepté dans sa totalité. On va vous demander, c'était le cas de Monsieur Badi, hein, où une partie n'était pas financée. Voilà, on va proposer autre chose ou dire que c'est que sur une partie. S'il y a un projet qui est lié à l'accompagnement éducatif, les moyens alloués sont-ils pérennes? A priori non, puisque je vais utiliser un anglicisme, cette allocation budgétaire n'est qu'un one-shot. C'est pour un projet déterminé, donc il n'y a pas de pérennisation. Mais M. Badi veut peut-être compléter. Oui, alors j'en sais pas beaucoup plus, à part de ce qui est marqué sur la fiche qu'on a à remplir. Et donc, juste à la fin, c'est marqué « Pour la mise en œuvre de mon projet, j'envisage un besoin de financement éventuel sur les années scolaires 2023-2024, 2024-2025, 25-26, 26-27 et 27-28. » Donc moi, par exemple, pour mon projet, j'ai demandé à ce que le même montant me soit alloué sur les 4 prochaines années. Après, est-ce que c'est pérenne? Non, pas forcément. C'est aux autorités de décider. Et comment sont étudiées les demandes? Y a-t-il des commissions régulières? Oui, selon les académies, ils réunissent une commission alors qui est présidée par le recteur et puis des personnes qu'il nomme, qui se réunissent régulièrement et qui donnent état de l'avancement de votre projet ou non. Mais chaque académie, comme d'habitude, a son fonctionnement. Et là, nous avons quelqu'un qui est déjà allé sur la plateforme et qui demande si on est obligé de remplir la partie concertation ou peut-on remplir directement le dépôt de projet? Oui, alors sur la plateforme, vous aurez à gauche 2 onglets. L'onglet effectivement dont parle la personne, un onglet concertation qui est plutôt une intention pour dire qu'on a envie de s'engager dans quelque chose, et un onglet en dessous qui est vraiment le dépôt de projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez remplir directement la partie projet sans aucun problème. Si je peux me permettre de poursuivre, moi pour me donner peut-être plus de chances d'être validé, je n'ai pas rempli la partie concertation. Par contre, dans la partie projet, on peut joindre des documents. Et j'ai joint un document qui était un compte-rendu de la réunion pédagogique pour montrer qu'on s'était bien concerté. Donc voilà, ça c'est une possibilité aussi qu'on a dans le remplissage de ce dossier-là, c'est qu'on peut mettre des pièces jointes. Un projet de classe découverte avec un objectif pédagogique précis peut-il entrer dans le cadre de l'appel à projet? Alors oui,
Sous condition, à mon sens, je m'engage peut-être un peu, mais je pensais à l'aspect mixité sociale, par exemple, où vous pouvez avoir un établissement avec des IPS, des catégories socio-professionnelles très diverses, et vous pouvez expliquer que c'est pour permettre à tous les enfants de partir. Ça me semblerait pouvoir rentrer dedans. Est-ce qu'il y a une limite de budget par projet et est-elle connue? Non, je le disais tout à l'heure, les budgets sont très très variables. Ça va de quelques centaines d'euros à des dizaines de milliers selon la nature du projet. Donc il n'y a visiblement pour le moment aucune limite par projet, ni aucune limite de projet par établissement. Et quand le projet est validé, est-ce qu'il est validé dans la totalité ou la prise en charge peut être partielle? On y a un peu répondu avec M. Badi tout à l'heure. Ça peut être validé dans la totalité comme de manière partielle. C'est la commission qui déterminera si oui ou non il souhaite ou il veut des éléments complémentaires pour pouvoir participer à la totalité du budget. Et si on n'a pas reçu le mail du 7 décembre, comment on peut retrouver les identifiants? Alors, je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est la fameuse adresse mail erronée du départ que je vous ai rectifiée, à savoir notre.école@education.gouv.fr. Ou bien une solution plus système D qui serait de contacter certains de vos collègues de secteur, de diocèse, voire d'académie, de passer éventuellement pour les chefs d'établissement par vos organisations professionnelles pour pouvoir récupérer ce code qui est en fait un code par académie. Donc une fois que une personne l'a, il peut tout à fait le transmettre aux autres. Mais nous, au secrétaire général, on n'en a pas connaissance. Et dans le cadre de rénovation de classe, peut-on faire financer le mobilier, TNI, matériel pédagogique? Absolument. On peut tout à fait proposer ça comme projet dans la mesure où l'on montre que ça répond à la réussite des élèves. Il y a une question un peu similaire après sur un projet éducatif pour créer un jardin ou un bâtiment. Oui, il n'y a pas de souci, mais il faut expliquer en quoi ça va viser à améliorer la réussite des élèves et dans quel domaine en fait. Voilà, et en quoi il y a eu concertation pour pouvoir construire ce jardin, construire ce bâtiment. Et le montant alloué couvre-t-il la totalité des dépenses prévues ou les OGEC appels doivent-ils aussi contribuer aux dépenses? C'est votre choix, c'est à vous, selon votre concertation, vos discussions avec, ça peut être aussi subventionné par la mairie, le département, n'importe quelle collectivité, n'importe quelle association. C'est à vous de déterminer si vous voulez faire financer en totalité votre projet par le Fonds d'innovation pédagogique ou si vous voulez faire participer simplement partiellement cet organisme. Est-ce qu'on peut déposer 2 projets différents en même temps? Absolument. On peut tout à fait déposer 2 projets en même temps. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Est-il pertinent de présenter un plan de financement incluant plusieurs partenaires, appels, régions, etc.? Sans problème, j'y répondais tout à l'heure. Soit vous faites financer en totalité par le FIP, soit vous décidez que c'est d'associer plusieurs organismes parce que c'est un projet extrêmement important sur plusieurs années qui va coûter énormément et qui engage l'établissement. Et donc, vous considérez que c'est pas au FIP de financer l'entièreté du projet. Dans ces cas-là, vous demandez à d'autres organismes de vous y aider. Là, il y a une demande de précision entre la différence avec les sites Innovatech. Alors, c'est un site que je connais très peu. Je ne vois pas en fait le rapport entre les deux et je ne connais pas la capacité d'Innovatech à faire financer des projets. Donc, je note bien la question pour pouvoir essayer d'y répondre. On vous apportera, il y a certaines questions auxquelles on n'a pas répondu parce que soit elles étaient redondantes, soit elles entraînaient une complexité, soit une nécessité précision. Et donc pour lesquelles on vous fera une petite FAQ peut-être lorsqu'on vous enverra le lien du replay et le diaporama. Est-ce que les projets végétalisation des cours peuvent être financés? Absolument. Question simple, réponse simple. Et puis je voyais une dernière petite question aussi qui était sur les 2 journées banalisées, pardon. À qui doit-on demander ces 2 journées?
Au rectorat, eh bien, en fait, c'est vous, chef d'établissement. Alors, je rappelle que c'est pour le second degré, hein, les 2 journées. Pour le premier degré, il s'agit simplement de 12 heures. Vous êtes chef d'établissement, pour la plupart, et pour les chefs d'établissement, c'est vous qui faites l'organisation de votre vie scolaire et donc de ces journées-là. Vous n'avez pas vous avez, si vous le souhaitez, à en informer le rectorat, mais vous n'avez pas à demander d'autorisation pour le faire. Voilà. Je crois que M. Badi veut compléter. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet là, mais c'était par rapport à la végétalisation des cours. Alors, selon les régions, je sais que les agences de l'eau peuvent vraiment aider beaucoup sur la transformation de cours bitumés en cours qui permettent à l'eau, quand il pleut encore, à un revêtement qui soit perméable. Et c'est des subventions qui peuvent aller jusqu'à 70% du projet, même sur des très gros projets. Donc, les agences de l'eau peuvent être un vrai partenaire sur la revégétalisation de cours. Et j'ai 2 précisions qui viennent toutes les 2 de l'Académie de Créteil. Je sais qu'il y a un projet de végétalisation d'une école maternelle qui a été accepté dans une école publique de Créteil, par exemple. Et pour compléter ce qu'a dit M. Badi, je sais qu'il y a une mairie, puisque j'étais en contact avec une chef d'établissement sur le diocèse de Créteil, qui me disait que la mairie, en fait, subventionnait la plantation d'arbres. Et du coup, chaque chef d'établissement a pu bénéficier aussi de ça. Donc, il y a des communes, des collectivités qui peuvent tout à fait vous aider aussi à financer certains projets. Voilà, il suffit de se renseigner. Il suffit, bien sûr. Peut-on déposer un projet qui a aussi été déposé dans le cadre d'un appel à projet proposé par le département? Bah non, j'ai envie de vous dire que c'est pas très honnête. Si vous demandez un financement d'un côté, c'est compliqué de demander un financement de l'autre, puisque si vous avez double financement, voilà, je trouve que c'est un peu exagéré au niveau du financement public, donc j'irai pas plus loin dans la conclusion. Et donc, une autre question sur un projet d'établissement qui a comme axe majeur un projet sport, santé, inclusion en lien avec leur formation. Nous manquons de locaux, financement possible d'une salle de sport. Possible, alors forcément ça va vous coûter cher, donc il va falloir expliquer pourquoi ça vous paraît indispensable, pourquoi dans la concertation c'est ressorti comme un objectif majeur de la communauté éducative. Pourquoi pas? Oui, ça peut être tout à fait lié à un critère de réussite, sans problème. Alors, est-ce que la zone géographique avec un niveau social très bas permet d'être sûr que le projet soit validé? Officiellement, non. Après, je ne me trouve pas dans les commissions académiques, donc je ne peux pas vous dire si c'est un critère pris en compte, mais dans l'idée, pas du tout. Et d'ailleurs, on a pu constater sur les premiers retours de projets qui avaient été acceptés que finalement, le rapport de projets validés par zone d'éducation prioritaire, par exemple, de REP pour REP+, était assez similaire au nombre d'établissements. Donc, il y a eu une adéquation, ce qui fait qu'il n'y a pas une favorisation d'un public par rapport à un autre. Voilà. Il me reste du coup à remercier tout d'abord M. Badi pour son témoignage et ses interventions lors des questions-réponses. Un grand merci à vous, M. Badi. Puis on reste à votre disposition. On vous enverra très vite le diaporama et les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas répondu ce soir. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous remercions encore d'avoir participé. Au revoir. Merci à vous surtout. Au revoir.